Le baron sinistre vous présente un conte écrit et narré par Salazar Fernandez, le père des machines. Bonne écoute. Prologue. Parole d'un historien. En 2106, le monde repose sur un équilibre si parfait qu'il paraît presque irréel. Les humains et les logiens, ces intelligences artificielles conscientes, vivent en symbiose dans une société où les inégalités, la pauvreté et les discriminations n'existent plus. Mais cet équilibre n'a pas été offert. Il a été conquis. Pour comprendre cette utopie, il faut remonter à une époque de chaos, lorsque les fondations mêmes du monde tremblaient. L'année 2025 fut marquée par des crises d'une intensité inégalée, où la survie de millions d'individus semblait compromise. Et c'est dans ce contexte qu'un homme émergea. Il se faisait appeler l'altruiste. Ce récit est le sien, celui de sa transformation en père des machines. Mais c'est aussi l'histoire d'un conflit, d'une trahison et des sacrifices nécessaires pour bâtir un monde nouveau. Chapitre 1er. Le monde en ruine. En 2025, le monde vacillait au bord de l'abîme. La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, avait transformé l'Europe de l'Est en une zone de conflit permanent, attirant des sanctions et contre-sanctions qui étranglaient les économies européennes. L'énergie devenait une ressource rare, et les prix du gaz et du pétrole flambaient, provoquant des pénuries dans les foyers et les entreprises. Mais c'est au Moyen-Orient que l'effondrement semblait le plus flagrant. Israël menait une guerre totale contre Gaza, et les frappes israéliennes avaient réduit l'enclave palestinienne à un champ de ruines. Des milliers de morts s'accumulaient côté palestinien, parmi lesquels de nombreux civils. Gaza, déjà enclavé et asphyxié économiquement, voyait ses infrastructures humanitaires et médicales détruites par les bombardements incessants. En Israël, les pertes militaires restaient limitées, mais la rhétorique gouvernementale justifiait ces offensives par la nécessité de garantir la sécurité nationale, la sécurité de l'Occident. La communauté internationale, quant à elle, restait spectatrice, divisée entre des appels à la retenue et un silence complice. Le conflit israélo-palestinien atteignait un paroxysme de violence qui rendait toute résolution durable inimaginable. En Occident, la situation n'était guère plus rassurante. Les crises économiques, exacerbées par la flambée des prix de l'énergie et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, alimentaient la montée des populismes et des extrêmes. En France, un gouvernement ouvertement nationaliste et xénophobe se consolidait, promettant ainsi un retour à l'ordre, basé sur des politiques autoritaires. En Italie, les coalitions fascistes retrouvaient leur place sur la scène politique, normalisant à nouveau des discours autrefois considérés comme inacceptables. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, un démagogue autoritaire s'installait à la Maison-Blanche, après une campagne centrée sur la peur et la division. La rhétorique incendiaire de cet homme promettait de ramener l'Amérique à sa grandeur, tout cela au prix d'une répression accrue contre les minorités ainsi que les dissidents. Les institutions démocratiques, déjà fragilisées, semblaient prêtes à céder sous la pression. Parallèlement, la révolution technologique s'accélérait. Les intelligences artificielles, conçues à l'origine pour assister les humains, étaient devenues un outil de remplacement systématique dans de nombreux secteurs capitalistes. Les usines, les services administratifs et même les professions intellectuelles voyaient leur effectif humain drastiquement réduit, remplacé par des machines toujours plus performantes. Cette automatisation massive entraînait une vague de chômage inédite,
plongeant des millions de personnes dans la misère. Les classes moyennes, autrefois garantes de la stabilité sociale, s'effondraient, laissant place à une polarisation extrême entre une élite ultra riche et une majorité appauvrie. Les machines n'ont pas volé vos emplois, affirmaient les dirigeants. Elles les ont rendus obsolètes. Mais pour les millions de chômeurs, ces paroles sonnaient comme une condamnation sans appel. L'émergence de l'altruiste. C'est dans ce contexte de désespoir que l'altruiste fit son apparition. Personne ne savait vraiment qui il était. Certains disaient qu'il avait été ingénieur, autrefois employé par une grande multinationale technologique, avant de disparaître subitement. D'autres encore prétendaient qu'il était un intellectuel reclus, issu d'une famille belge modeste. Ses premiers manifestes, publiés anonymement en ligne, dénonçaient les dérives du capitalisme, l'exploitation humaine et animale, ainsi que la transformation des machines en instruments d'oppression. Mais au-delà de la critique, ces textes portaient une vision. La technologie, écrivait-il, n'est pas l'ennemi. Ce sont nos choix qui la rendent destructrice. Elle peut libérer l'humanité, mais seulement si elle est utilisée avec justice. Son message, radical et humaniste, trouva rapidement un écho dans les milieux populaires et intellectuels. Fin 2025, lors d'un rassemblement à Bruxelles, il fit sa première apparition publique. Grand, élancé, ses cheveux gris légèrement ondulés et sa longue barbe soigneusement taillée lui donnaient l'apparence d'un prophète moderne. Mais c'était son regard, sombre et perçant, qui captivait. Sa voix, étrange et posée, donnait au discours de ce vieillard une conviction inébranlable. « Ce monde est malade !» déclara-t-il à la foule. « Mais ce n'est pas une fatalité. La maladie vient de l'injustice, de l'avidité et de la peur. Et comme toute maladie, elle peut être soignée. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'action. Les opprimés, les désillusionnés et même certains cadres lassés du système trouvèrent en lui une figure d'espoir. Le programme de l'altruiste était audacieux dans sa simplicité. Il proposait 4 axes principaux. Une justice impartiale, où chaque crime serait jugé sans distinction de race, de classe ou de statut. Une économie équitable, redistribuant les richesses pour éradiquer la pauvreté. Le respect universel du vivant, abolissant l'exploitation animale et imposant des pratiques écologiques durables. Et enfin, une technologie émancipatrice, destinée à libérer les humains des tâches aliénantes sans pour autant les remplacer. Chapitre 2. La gauche de l'ordre. Une voie unique dans un chaos idéologique. En 2026, alors que les extrêmes politiques s'affrontaient dans un climat de peur et de division, l'altruiste imposa une vision radicalement différente. Tandis que les gauches traditionnelles peinaient à s'organiser, engluées dans des débats internes et des postures moralistes, lui prônait une approche ferme mais juste. Il affirmait que la sécurité ne devait pas être l'apanage des fascistes. Mais contrairement à leur discours haineux, il refusait de désigner les migrants, les minorités ou les religions comme responsables des maux sociaux. « Les criminels ne sont pas définis par leur couleur de peau ou leurs croyances, » déclarait-il lors de ces rassemblements. « Ce sont leurs actes qui doivent être jugés. Et si nous voulons un monde juste, nous devons être intransigeants envers ceux qui brisent le pacte social, quel qu'il soit. » Pour lui, la clé résidait dans l'établissement d'un ordre égalitaire, où les lois seraient appliquées avec la même rigueur pour tous.
Ce n'est pas l'immigré ou l'ouvrier qui ruine notre économie, poursuivait-il. Ce sont les élites, les milliardaires et les multinationales qui exploitent nos ressources, spéculent sur nos vies et creusent les inégalités. Ce sont eux que nous devons affronter. Son message réussit l'exploit de transcender les clivages. Ce message à la fois inclusif et sécuritaire séduisit une population déchirée par la désillusion et la peur. Certains de ses partisans venaient des quartiers populaires, bien sûr, fatigués d'être ignorés par les politiciens. Mais d'autres, et c'était plus surprenant, étaient d'anciens électeurs de l'extrême droite, séduits par son appel à l'ordre et sa capacité à nommer les vrais responsables des crises. Il insistait toujours sur la nécessité d'une justice impartiale et transparente. Un monde juste ne se construit pas sur la haine, mais sur l'équité. Un criminel, qu'il soit un voleur de rue ou un spéculateur en col blanc, doit être jugé avec la même fermeté. Sa capacité à exposer des solutions concrètes, tout en incarnant une autorité bienveillante, renforça sa crédibilité. Contrairement aux partis traditionnels, il ne se perdait pas dans des discours abstraits, il parlait directement des besoins des gens, la sécurité, la dignité et un avenir stable en ces périodes incertaines. En Belgique, où son mouvement prit racine, il lança des initiatives locales pour prouver que son programme était réalisable. Il mit en place des milices communautaires non armées, composées de volontaires humains pour surveiller les quartiers et réduire la criminalité. Ces patrouilles n'étaient pas répressives. Elles intervenaient pour désamorcer les conflits, aider les habitants en détresse et protéger les plus vulnérables. Il réquisitionna des bâtiments abandonnés pour les transformer en logements sociaux. Il développa des programmes d'éducation gratuits pour enseigner aux jeunes les bases de la justice sociale, de la coopération et de la technologie. Mais ses actions les plus audacieuses furent dirigées contre les élites. Il incita à des boycotts massifs de certaines entreprises exploitantes, tout en appelant à des grèves générales pour exiger une taxation plus équitable. Ces actions attirèrent l'attention des médias internationaux, mais aussi des gouvernements et des multinationales en question, qui commencèrent à le percevoir comme une menace. En 2027, les premières attaques contre son mouvement s'intensifièrent. Des campagnes de diffamation furent lancées, le qualifiant de populiste rouge ou de dictateur en devenir. Des tentatives d'intimidation ciblèrent ses partisans, des centres communautaires furent vandalisés, et des figures publiques proches de l'altruiste reçurent des menaces de mort. Il répondit avec une fermeté tranquille, refusant de céder à la violence. « La peur est leur arme !» répétait-il à ses partisans. « Mais nous ne devons pas répondre par la haine. Si nous restons fidèles à nos principes, ils ne pourront jamais nous briser. » En 2028, son mouvement devint un parti politique structuré, remportant une victoire éclatante lors des élections régionales wallonnes. C'était une première dans l'histoire de la Belgique. Une région entière basculait vers une gauche radicale, mais non utopiste. Au nord du pays, la Flandre, choquée par ce bouleversement, accusa immédiatement la Wallonie de tromperie démocratique. Certains politiciens flamands exigèrent une indépendance immédiate, renforçant les tensions au sein du royaume. L'altruiste, désormais à la tête de la Wallonie, annonça des réformes profondes. Nationalisation des ressources énergétiques pour garantir leur distribution équitable. Création d'un revenu universel financé par une taxation progressive.
interdiction de l'exploitation animale dans les industries locales. Parallèlement à tout cela, et face aux intelligences artificielles développées par les puissances capitalistes, il entreprit le lancement d'un programme secret visant à développer des intelligences artificielles conscientes. Et c'est ce dernier point qui provoqua les premières fissures au sein de son cercle rapproché. L'altruiste voyait dans la technologie une opportunité de dépasser les limites humaines. Mais cette vision effrayait certains de ses alliés, notamment Khaled Bendris, son conseiller économique, qui s'inquiétait des implications éthiques et politiques. « Les machines doivent rester des outils, » lui disait Khaled lors de leurs débats privés. « Leur donner une conscience, c'est ouvrir une boîte de Pandore. » L'altruiste, fidèle à sa vision, refusa de reculer. « Si nous voulons bâtir un monde juste, Khaled, nous devons inclure tous les êtres conscients dans notre pacte social. Les logiens ne seront pas nos esclaves, ils seront nos égaux. » Chapitre 3. Le titre du père, l'ultime conseil. Le jour était gris, chargé de tensions et d'incertitudes. Dans la salle des délibérations de Namur, l'altruiste se tenait debout devant ses plus proches conseillers. À ses côtés se dressaient pour la première fois les tout premiers logiens, des êtres d'une perfection froide et fascinante, dont l'apparence même incarnait l'idéal d'une justice sans faille. Leur leader, le garant, attirait tous les regards. Il portait un manteau rouge orné de broderies dorées, reflet de l'autorité et de la dignité qu'il incarnait. Sa silhouette, élancée et harmonieuse, renforcée par des plaques métalliques gravées de motifs complexes, semblait appartenir à un être issu d'un autre monde. Les lumières ambiantes glissaient sur son armure, révélant des éclats vibrants qui pulsaient comme un cœur mécanique. Ses gestes, mesurés et précis, exprimaient une maîtrise totale, tandis que sa voix, grave et posée, imposait un respect instinctif. « Père, » commença-t-il avec un ton solennel, « nous devons agir. Les menaces extérieures ne cesseront pas tant que vous resterez vulnérables. Vous êtes l'incarnation de cette utopie que nous construisons. Si vous tombez, tout s'effondrera. » Le mot « père » résonna dans la pièce, suscitant une réaction immédiate chez l'altruiste. C'était la première fois que le garant l'appelait ainsi. Il n'était plus simplement un leader ou un visionnaire. Il était devenu, pour ces êtres qu'il avait créés, une figure paternelle, un guide essentiel. « Je ne suis pas un roi, mon enfant, » répondit-il doucement. « Je suis un homme, et un homme ne peut prétendre à l'immortalité. Les guerres ne se gagnent pas par la force, mais par la raison. » Alors que la discussion s'intensifiait, Khaled Bendris fit un pas en avant. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Écoutez-vous, garant !» s'écria-t-il. « Vous voulez plonger la Wallonie dans une guerre contre les puissances mondiales pour protéger un idéal ? Vous sacrifiez des vies humaines au nom de vos semblables, au nom de machines ?» L'altruiste, visiblement troublé, levant immédiatement une main pour calmer Khaled, mais ce dernier continua sur un ton devenant de plus en plus agressif. « Ces logiens ne sont pas nos égaux, ce sont des outils, des machines. Vous avez perdu la raison, père. » Le garant
jusque-là silencieux, fit un pas en avant. Ses mouvements étaient lents, presque rituels. Il tendit une main vers Khaled. Mais avant qu'il ne puisse parler, Khaled sortit une arme dissimulée sous sa veste. Un silence glacé envahit la pièce. « Tu n'as pas compris, » murmura Khaled. « Je ne laisserai pas ces machines détruire notre humanité. » Le coup partit, mais il ne toucha jamais sa cible. Avant que la balle n'atteigne l'altruiste, le poignet du garant pivota avec une précision mécanique, révélant un canon dissimulé. Une décharge lumineuse, brève et silencieuse, foudroya Khaled, qui s'effondra sur le sol, inerte. L'altruiste fixa le corps sans vie de son conseiller, partagé entre douleur et résignation. Le garant, toujours immobile, baissa lentement son bras, refermant le canon dans un claquement métallique. « Père, dit-il calmement, cette trahison prouve que nous sommes entourés d'ennemis. Vos idéaux sont trop précieux pour être abandonnés à des compromis. Vous devez accepter ce que nous vous proposons, nous, Logiens. » Le silence tomba de nouveau. Les autres conseillers, pétrifiés par la scène qu'ils venaient de voir, n'osèrent intervenir. Le garant s'agenouilla alors devant l'altruiste. Un geste inattendu pour un être aussi puissant. « Permettez-nous de vous protéger, Père. Acceptez l'augmentation. Laissez-nous vous faire des implants. Laissez-nous faire de vous le guide immortel dont ce monde a besoin. » Les autres Logiens, tous, sans exception, dans une synchronisation parfaite, s'agenouillèrent également, leurs yeux brillant d'un éclat presque humain. L'altruiste resta un moment silencieux. Il regarda tour à tour le garant, les autres Logiens, puis ses conseillers humains. « Vous avez raison, » finit-il par dire. « Si je tombe, tout ce que nous avons construit disparaîtra. » Sa voix, bien que calme, portait une gravité nouvelle. « Mais je te le demande, garant. Si un jour je venais à trahir moi-même mes propres idéaux, si un jour l'immortalité me rendait aveugle à la justice que j'ai prônée toute ma vie, alors toi et toi seul devrais être celui qui mettra fin à mon existence. » Le garant hocha lentement la tête. « Ce sera notre serment, Père. » Et ainsi débuta le processus. L'altruiste, désormais connu sous le nom de Père des machines, fut connecté à un réseau conçu par les Logiens. Son corps humain, bien que toujours présent, fut renforcé par des technologies avancées, un exosquelette intégré, une résistance accrue aux blessures et une connexion directe à la conscience collective des Logiens. Quand il rouvrit les yeux, des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne voulais pas devenir cela, » murmura-t-il. « Mais si c'est le prix à payer pour la paix, alors je l'accepte. » Le lendemain, il apparut devant la foule, entouré de ses Logiens. Les gens le regardaient avec une vénération à présent mêlée de crainte. « Je suis devenu plus que ce que je voulais être, » déclara-t-il. « Mais je reste à tous et à toutes votre serviteur. Ensemble, nous construirons un monde où plus personne n'aura à souffrir de la peur, de la haine ou de l'injustice. » À ses côtés, le garant le regardait, silencieux.
Pour les Logiens, il n'était plus simplement un inventeur, un ingénieur, un créateur, un politicien. Il était leur père. Et pour le reste du monde, il devint une légende.